Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Samuel Bracca. C'est le parti de Geert Wilders, leader de l'extrême droite aux Pays-Bas, qui est arrivé en tête aux législatives. Comment vous accueillez cette nouvelle? Je pense que c'est la conséquence de toutes ces inquiétudes, de toutes ces craintes qui se manifestent en Europe depuis plusieurs années. Crainte face à la guerre en Ukraine, crainte face au risque de déclassement économique européen par rapport à la Chine et par rapport aux États-Unis, et crainte face aux flux migratoires. Ça se traduit par des poussées extrémistes partout en Europe. C'est Vox en Espagne, c'est l'AfD en Allemagne et c'est le parti de Geert Wilders aux Pays-Bas. Après, les Pays-Bas ne sont pas la France. C'est la deuxième question que j'allais vous poser. Mais est-ce qu'il y a quand même des leçons à en tirer pour ici? La seule leçon, c'est qu'il faut continuer à obtenir des résultats pour les Français. Je vous parle du sentiment de déclassement de beaucoup d'Européens et beaucoup de Français. Tout ce que nous faisons en matière de stratégie économique pour avoir plus d'emplois, des emplois mieux rémunérés, réouvrir des usines, on a annoncé cet investissement que va inaugurer aujourd'hui le président de la République. C'est une réponse concrète et efficace. Mais pardon, mais les Pays-Bas, c'est un des pays les plus prospères d'Europe. C'est aussi un pays qui a des flux migratoires qui sont importants. C'est un pays aussi où le communautarisme a beaucoup progressé. Je pense que ça prouve de manière assez claire que la nation est une meilleure réponse que les communautés, et que pour la France, son avenir doit être écrit par la nation et dans la nation, et certainement pas aux cédants poussés de communautarisme. Bruno Le Maire, réveillez-vous. C'est par ces mots qu'Emmanuel Macron s'est adressé à des chefs d'entreprise cette semaine. On est à 7% de chômage, leur a-t-il dit. 7,4% pour être tout à fait précise au troisième trimestre. Ça s'appelle quoi? C'est quoi? C'est un coup de pression? Non, c'est un rappel de la situation. Nous avons fait beaucoup depuis 6 ans. Nous avons obtenu des très bons résultats, 2 millions d'emplois créés, 300 usines qui ont été ouvertes, mais il y a un objectif qui a été fixé. L'objectif, c'est 5% de taux de chômage. Et ce qu'a dit avec beaucoup de force le président de la République, c'est que si on ne se secoue pas les puces, il n'y aura pas 5% de taux de chômage. Ça fait 50 ans qu'on n'y est pas arrivé. Ça veut dire quoi, se secouer les puces? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans le modèle social français qui fait que, contrairement à d'autres pays, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, depuis un demi-siècle, nous n'avons jamais offert aux Français le plein emploi, c'est-à-dire de l'activité pour tous et toutes, partout sur le territoire. Mais précisément, qu'est-ce qui cloche dans le modèle social français? Je pense qu'il y a 3 choses qui doivent être corrigées pour qu'on arrive à ces 5% de taux de chômage. Et on a 3 ans devant nous pour les corriger. La première chose, c'est le logement. Avoir du logement partout où c'est nécessaire, dans les zones tendues, là où il y a de l'emploi qui est disponible. La deuxième chose, c'est la formation et la qualification. C'est toute la réforme qui est engagée du lycée professionnel, qui est une réforme absolument stratégique pour créer des formations qui correspondent aux besoins des entreprises. Vous avez encore 500 000 emplois non pourvus dans notre pays. Vous cherchez des couvreurs parce qu'il y a eu la tempête en Bretagne, vous n'en trouvez pas. Vous cherchez des soudeurs parce qu'on construit des centrales nucléaires en Normandie, vous n'arrivez pas à en trouver. Certains vous diront qu'il faut recourir à l'immigration et ça nous ramène au sujet précédent. Oui, je crois que c'est une mauvaise idée. Je pense que quand on a 500 000 emplois qui sont non pourvus, qu'il y a tant de formations qui ne sont pas disponibles aujourd'hui alors que les entreprises en demandent, il faut former les jeunes à ces métiers qui existent. Et puis la troisième chose, c'est l'indemnisation du chômage. Prenez l'indemnisation des seniors. Qu'est-ce qui justifie qu'on ait encore des durées d'indemnisation différentes suivant qu'on a plus de 55 ans ou moins de 55 ans? Vous avez plus de 55 ans, la durée d'indemnisation, c'est 27 mois. Aujourd'hui, le lot commun, c'est 18 mois. Pourquoi 27 mois d'indemnisation du chômage pour les plus de 55 ans? Parce qu'ils vaudraient moins les plus de 55 ans? Alors que c'est de l'expérience, c'est du savoir-faire, que nous avons besoin d'eux. Je ne vois aucune raison pour qu'il y ait une durée d'indemnisation plus longue de ceux qui ont plus de 55 ans par rapport aux autres, parce que dans le fond, c'est une hypocrisie totale. C'est une façon de mettre à la retraite, de manière anticipée, les plus de 55 ans. Et moi, je crois exactement le contraire. Je pense qu'on a besoin de leur talent, de leur savoir-faire et de leur expérience. Il faut raboter sur la durée d'indemnisation des seniors, c'est ce que vous dites, pourtant dans l'accord sur l'assurance chômage. Je ne dis pas raboter, c'est pas un bon terme. Maintenant, on est raboter, vous voyez bien. Raboter, c'est brutal. C'est pas du tout ce que je veux. Mais vous dites que c'est trop long, donc ça veut dire qu'il faut raccourcir. Je dis simplement qu'il faut aligner la durée d'indemnisation des plus de 55 ans sur les moins de 55 ans, parce qu'ils valent autant que les moins de 55 ans. Ils ont autant de qualité, autant de savoir-faire et autant d'expérience. Je ne veux pas raboter quoi que ce soit. On est sur le choix des mots, mais au fond, on dit la même chose, Bruno Le Maire, sauf que ce n'est pas le choix qui a été fait par les partenaires sociaux. Les mots comptent. Et je regarde aussi les chiffres de taux d'emploi. Le taux d'emploi en France, c'est 68%. Le taux d'emploi des seniors, c'est 10 points de moins.
c'est 57%. Et ça, c'est à cause de la durée évidemment, c'est d'indemnisation. un gigantesque gâchis et c'est une hypocrisie collective complète. Ce que vous dites, c'est qu'en fait, cette durée d'indemnisation, elle incite à rester en dehors de l'emploi. Quand vous avez 28 mois d'indemnisation du chômage, dans le fond, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, écoutez, partez à la retraite tranquillement, on n'a plus besoin de vous. Moi, ça me révolte. C'est peut-être parce que j'approche des 55 ans, mais je considère qu'aujourd'hui, une personne qui a plus de 55 ans, si elle n'a pas de difficultés physiques, si elle n'a pas de troubles musculo-squelettiques ou qu'elle n'a pas un métier pénible, on a besoin d'elle. Et ce que je veux dire aux plus de 55 ans, c'est qu'on a besoin de vous. Et ce que je veux dire, c'est que si nous voulons aller vers ces 5% de taux de chômage, il faut, par exemple, sur la durée d'indemnisation, se dire que pour les plus de 55 ans, il faut qu'il y ait une durée d'indemnisation qui soit similaire à celle des moins de 55 ans. Mais les syndicats peuvent vous répondre, au lieu d'agir sur la durée d'indemnisation des seniors, pourquoi vous ne faites pas quelque chose au niveau des entreprises? Leur réduire par exemple les aides en fonction de s'ils embauchent ou pas des seniors, de leur donner une prime ou pas? On peut toujours pénaliser plus les entreprises, mais il me semble que si on veut développer l'activité, il me paraît bon de soutenir aussi nos entreprises, leur permettre d'embaucher, de leur permettre de créer des emplois, de créer de l'activité partout sur le territoire. Mais je pose juste ce débat avec une détermination totale qui est de parvenir à ces 5% de taux de chômage que nous n'avons pas atteint depuis un demi-siècle en France. C'est un sujet parmi d'autres, l'emploi des seniors dans le modèle social. Sujet qui n'est pas abordé d'ailleurs dans l'accord qui vient d'être signé par les partenaires sociaux sur l'assurance chômage. C'est pour ça que je trouve cet accord perfectible. L'accord UNEDIC, il est perfectible, au moins sur 2 points. Le premier, c'est sur le financement. Vous avez des dépenses qui sont certaines, avec des réductions de cotisations. Alors ça, cette dépense-là, elle est sûre et certaine. Et comme toujours en France, les dépenses sont certaines, mais les économies, elles sont improbables. Parce que l'accord UNEDIC propose de faire des économies sur la création d'entreprises. Déjà, je trouve l'idée un peu baroque, parce que je pense qu'on a besoin de créer des entreprises. Et ensuite, l'économie qui est chiffrée à près de 900 millions d'euros, elle me paraît très improbable. Mais le patronat a donné son accord, le MEDEF est d'accord avec ça. J'ai eu l'occasion d'en expliquer avec le président du MEDEF. Moi, je considère que sur le volet financier, on peut émettre légitimement des doutes. Juste perfectible. La deuxième chose, perfectible, juste, ça veut dire qu'en l'état, vous ne validez pas le gouvernement? C'est pas moi qui prends la décision de validation. Je dis juste que quand c'est perfectible, il vaut mieux ne pas endosser. Parce que les comptes publics, ça compte. Et que si les économies ne sont pas certaines, on pourrait avoir une difficulté de finances publiques supplémentaire. Et il est perfectible en deuxième lieu, sur cette question de l'emploi des seniors, j'y attache beaucoup d'importance parce que c'est une question de représentation de la société française. Qu'est-ce que l'on fait des plus de 55 ans? Quel message est-ce qu'on leur envoie? Moi, le message que j'ai envie de leur envoyer, c'est on a besoin de vous. On a besoin de votre expérience. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances avec nous jusqu'à 9h. On vous retrouve juste après le fil info 8h40. Maureen Sugnard. L'attente est interminable pour les familles des otages. L'accord conclu hier entre le Hamas et Israël n'entrera pas en vigueur avant demain. 2 sujets font encore objet de discussion. La liste précise des otages à libérer et les modalités de la libération. L'armée israélienne poursuit en tout cas ce matin ses opérations dans la bande de Gaza et un médecin de l'hôpital Al-Shifa a été arrêté. C'est le directeur de l'établissement qui a été arrêté par l'armée israélienne. Ce directeur qui avait refusé l'évacuation du site. C'est la conséquence de toutes ces craintes qui se manifestent en Europe depuis des années. Le ministre de l'économie réagit sur France Info à la victoire de l'extrême droite aux législatives néerlandaises. Mais les Pays-Bas ne sont pas la France, assure Bruno Le Maire. Nous ne serons pas prêts concernant les transports. Lâche Anne Hidalgo à un mois des JO de Paris 2024. La maire de la capitale évoque des trains en nombre insuffisant, notamment. Le ministre des Transports lui répond en lui conseillant de venir aux réunions stratégiques sur le sujet. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Bruno Le Maire, l'agence de notation Standard & Poor's publie la semaine prochaine, vendredi 1er décembre, la notation financière de la France qu'elle pourrait dégrader, comme a pu le faire une autre agence, Fitch, en avril dernier. Vous êtes en train de retenir votre souffle là? Non, je ne suis pas là pour retenir mon souffle, je suis là pour prendre les décisions nécessaires pour que ça ne se produise pas. Ça veut dire avoir des comptes publics bien tenus et ça veut dire respecter nos engagements vis-à-vis d'abord des Français, de nos partenaires européens et des marchés. Mais il se passe quoi concrètement si on est dégradé? Concrètement, ça veut dire que quand on dit qu'on fait 4,9% de déficit en 2023, on fera 4,9% de déficit. Quand je dis qu'on fera 1% de croissance, tout le monde s'est moqué de ce pourcent de croissance. Trop optimiste. Mais non, vous serez en récession, trop optimiste, parce que les gens ne croient pas assez dans la France. Moi, j'ai une foi inébranlable. Et quand vous dites on va passer de l'économie française et des Français tout court, on fait 1% de taux de croissance. Et donc, quand je dis que nous ferons 4,4% de
de déficit public en 2024 et 1,4% de croissance en 2024, nous les ferons. Et quand vous dites on va faire 3% en 2027... La parole du ministre des Finances est crédible. C'est ce qui, je l'espère, emportera la conviction de l'agence de notation. Mais quand on écoute Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, il considère que 3% en 2027, c'est pas assez ambitieux. On peut après discuter de l'ambition, bien entendu. Et s'il y a des marges de manœuvre pour aller plus loin, bien entendu que nous pourrons les exploiter. Mais ce qu'on ne peut pas discuter, c'est de la crédibilité de la parole du ministre des Finances et du gouvernement français dans son ensemble sur le rétablissement des finances publiques et sur les engagements qui ont été tenus. Après, pour répondre très concrètement à vos questions, bien sûr que le risque existe, j'en suis parfaitement conscient. C'est pour cela que je suis aussi intraitable sur la baisse de la dette publique et sur la baisse des déficits. Parce que si demain notre note devait être dégradée, ça veut dire que les taux d'intérêt à nouveau seraient plus élevés, qu'on emprunterait plus cher et qu'on jette des milliards d'euros par la fenêtre pour les intérêts de la dette. C'est quand même dommage, alors qu'on a tellement besoin d'argent pour les hôpitaux, pour les services publics, de le faire disparaître dans le service de la dette. Alors justement, pour apparaître crédible auprès des agences de notation, mais aussi auprès de la Commission européenne, qui vous a mis en garde cette semaine en expliquant que la France risquait en 2024, je cite, de ne pas être en ligne avec les recommandations budgétaires de l'Union européenne. Vous cherchez des économies, donc ce que vous préparez, Bruno Le Maire, pour le pays dans les mois à venir, c'est quoi? C'est de la rigueur ou carrément de l'austérité? Non, c'est la responsabilité. C'est pas de la rigueur, c'est pas de l'austérité. L'avertissement d'ailleurs de la Commission européenne, je tiens à le signaler, c'est pas une lettre formelle, c'est simplement des remarques, donc il faut le prendre aussi avec toute la distance nécessaire. Mais c'est juste tenir notre stratégie. Il y a eu la crise du Covid, nous avons protégé, c'était nécessaire et juste. Il y a eu ensuite la crise inflationniste, la plus grave depuis les années 70. Nous avons protégé, bouclier tarifaire, c'était nécessaire, c'était juste. Je rappelle juste pour vous donner un exemple. Si on n'avait pas mis en place ce bouclier sur l'électricité, votre facture moyenne à 1 300 €, elle doublait. Elle passait à 2 600 €. Ça aurait été insupportable pour nos compatriotes, en particulier les plus modestes. Ça, c'était hier, mais aujourd'hui, maintenant. Nous revenons à la normale. Dans une situation normale, on retire les dispositifs exceptionnels. Et alors, quand vous nous dites tous les retirerons ministres... le bouclier tarifaire sur le gaz, nous retirerons le bouclier tarifaire sur l'électricité. Aujourd'hui, je le rappelle, nous prenons encore à notre charge 34% de la facture d'électricité des ménages. Il faut progressivement sortir de ce bouclier. Donc c'est la fin du quoi qu'il en coûte. Vous annoncez 16 milliards d'économies pour l'année prochaine. La droite vous dit arrêtez de bluffer, il n'y a aucune réforme structurelle là-dedans. Elles avaient qu'à la voter. Non, vous êtes passé au 49.3. Non, mais elles avaient qu'à voter la réforme structurelle, toutes les droites. Non, ils considèrent que vous n'allez pas assez loin. 16 milliards, c'est rien du tout. C'est très sympathique de considérer que les réformes structurelles ne sont pas suffisantes, qu'elles ne sont pas là. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui a empêché les Républicains de voter unanimement la réforme des retraites? Qui est-ce qui rapporte le plus d'argent au compte public d'ici la fin 27? Qu'est-ce qui les empêcherait de nous proposer d'autres réformes de structure? Et pourquoi, dans ce cas-là, nous propose-t-il au Parlement 100 milliards d'euros, 100 de dépenses supplémentaires? Et à un moment donné, il y a deux fils qui se touchent. D'un côté, on vous dit des réformes structurelles, on ne les vote pas, des économies supplémentaires et on propose des dépenses. Quand on a deux fils qui se touchent, on disjoncte. En attendant, on est sur le point de vendre une partie du patrimoine immobilier de l'État, réduire de 25%, c'est ça, la surface occupée par les administrations. Ça veut dire quoi? C'est juste un symbole ou ça peut vraiment rapporter de l'argent? Tout ce qui nous permettra d'être plus efficace en dépensant moins d'argent, qui, je rappelle, l'argent des contribuables, sera fait. C'est une proposition qu'a faite Thomas Cazenave, le ministre délégué au compte public. C'est une très bonne proposition. Nous ferons cela sur 10 ans. Nous ferons cela en créant une foncière pour cet immobilier de l'État. Vous avez un listing de monuments, de bâtiments à vendre, de bâtiments de l'État? C'est Thomas Cazenave qui est responsable de cela, mais je trouve que l'idée est très bonne, qu'elle doit permettre de mieux employer l'argent du contribuable, éviter qu'il y ait des surfaces perdues, faire en sorte qu'il y ait des rentrées nécessaires pour le budget de l'État. Bruno Le Maire, on a un certain nombre de questions précises sur l'actualité économique. Il y a une mesure, par exemple, qui surprend surtout à gauche, c'est votre volonté de ponctionner le livret A, en tout cas d'orienter le livret développement durable pour financer des entreprises de l'industrie de défense française. Est-ce que vous comprenez que ce choix surprenne? Mais ce n'est pas mon choix. C'est le choix de qui alors? Ce n'est pas mon choix, c'est une proposition qui est faite, qui va être débattue par les députés. Mais vous savez, moi je suis un garçon simple.
Le livret A, que vous soutenez, il sert... non, je pense qu'on peut trouver d'autres façons de financer l'effort de défense qui est indispensable. Je soutiens totalement cet effort de défense. Je pense que ce qu'a proposé Sébastien Lecornu dans la loi de programmation militaire est indispensable. Il faut redonner les moyens à nos armées de fonctionner bien, d'avoir les meilleurs matériels. Et la loi de programmation militaire voulue par le président de la République permet de mettre nos armées au niveau. Mais donc, c'est pas le rôle du livret A, pas le rôle du livret D. Surtout face à la menace qui est celle de la guerre en Ukraine et du besoin qu'ont aujourd'hui les Ukrainiens que nous les soutenions. Mais prenons d'autres instruments. On peut réfléchir à un produit d'épargne dédié. Le livret A, pour moi, c'est le logement social. Ça doit rester le logement social. Je me suis battu pour que le livret de développement durable serve exclusivement les investissements verts. Je souhaite qu'il continue à financer exclusivement les investissements verts. On verra ce que les parlementaires décideront. Donc un produit d'épargne dédié à la défense nationale. Je préfère qu'il y ait un produit d'épargne dédié à la défense nationale plutôt qu'on fasse dévier le livret A de son objectif. Le logement social, chacun voit à quel point il est important aujourd'hui d'avoir le financement du logement social. Même chose pour le LDDS. Bruno Le Maire, le nouvel accord avec EDF doit permettre d'offrir des prix plus stables aux Français. Stables, mais est-ce que plus haut ? Il y a deux choses qu'il faut bien comprendre. Stable ne veut pas dire nécessairement plus haut. En tout cas, ça permettra, cet accord, d'éviter la flambée des prix que nous avons connue au cours des années passées. Je le dis pour tous ceux qui disent l'Arenh, vous savez, ce fameux dispositif, c'était formidable. Ça n'a jamais empêché la flambée des prix que nous avons connue pour les entreprises comme pour les ménages, qui nous a obligés à mettre en place des mesures comme le bouclier tarifaire. Donc vous avez deux choses. Vous avez la période avant la réforme, 2024-2026. Là, ça ne change rien pour les ménages. Simplement, je le dis très honnêtement, comme nous allons sortir du bouclier tarifaire sur l'électricité, il y aura entre maintenant et la fin de l'année 25, le début de l'année 26, des augmentations progressives et limitées des tarifs de l'électricité. Ça veut dire quoi, quel limité ? ordre ? Ça veut dire que l'engagement que je prends, c'est qu'à la rentrée prochaine, début 2024, février 2024, l'augmentation ne pourra pas dépasser les 10% sur les tarifs de l'électricité. J'espère que ce sera moins, ça dépendra des prix de l'électricité à ce moment-là, mais ça ne dépassera pas les 10%. Pareil, ce en sera 2025. une sortie progressive des boucliers tarifaires sur l'électricité. Après, à partir de 2026, on rentre dans le nouveau système. Et l'accord que nous avons trouvé avec EDF permet de garantir stabilité des prix pour les ménages. Ils ne connaîtront plus ces explosions que nous avons connues dans les années passées. Compétitivité pour les entreprises, avec un prix de 70 € le mégawattheure sur l'intégralité de la production nucléaire d'EDF, pas sur un tiers. Quand on dit, mais attendez, avant c'était 42, et demain ça va être 70, là je comprends que les gens s'inquiètent, sauf que 42 c'est sur 100 TWh, et 100 ce sera 70 €, pardon. 70 €, Ce sera sur l'intégralité de la production d'EDF, c'est-à-dire 3 fois plus, 300 TWh. Oui, mais du coup, est-ce que ce sera pour le particulier là, qui nous écoute, est-ce que ce sera plus cher, l'électricité en 2026 avec ce nouvel accord ? Vous aurez forcément une augmentation des prix, comme tous les prix augmentent, ceux de l'alimentaire, ceux de vos habits, ceux des équipements électroménagers. Elle sera mesurée, ce sera la sortie du bouclier tarifaire. Et une fois que nous serons sortis du bouclier tarifaire, les prix seront stables pour les ménages. Ils ne connaîtront plus cette explosion de tarifs que nous avons connue pendant la crise inflationniste. Stabilité pour les ménages, compétitivité pour les entreprises, car je le redis, ces 70 € portent sur toute la production, ce qui protégera aussi les entreprises contre les risques d'explosion des prix, et compétitivité pour EDF. Parce qu'enfin, il ne faut pas oublier EDF, qui est une grande entreprise nationale, qui a besoin de dégager des bénéfices pour réinvestir dans le nouveau nucléaire, réinvestir dans les énergies renouvelables et pas se retrouver en situation économique difficile. Donc une hausse à attendre sur les tarifs de l'électricité d'ici 2026. Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Mesuré, on entend bien. Mesuré, limité pour sortir du bouclier. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances avec nous jusqu'à 9h. On vous retrouve juste après le fil info, 8h51. Maureen Suignard. L'Élysée se félicite du retour de l'attractivité française dans le domaine de la santé. Le Danois Novo Nordisk, le géant mondial de l'industrie pharmaceutique, va investir plus de 2 milliards d'euros dans son site de Chartres. Ce site produit des cartouches et des flacons d'insuline. L'Élysée affirme que 500 emplois vont être créés. La guerre continue jusqu'à ce que nous atteignions tous nos objectifs. Le Premier ministre israélien maintient son ton martial, et cela malgré l'accord conclu avec le Hamas hier. Il n'y aura pas de trêve ou de libération
libération d'otages aujourd'hui. Des discussions sont encore en cours pour savoir qui sera libéré. Les autorités israéliennes affirment que 250 personnes sont retenues par le groupe terroriste. Alors que les Européens n'ont jamais généré autant de déchets d'emballage, le Parlement européen vote un texte sur la question. Il prévoit de faire baisser de 10% ces emballages d'ici 2035, mais les députés ont aussi voté de nombreuses exceptions. Les ONG environnementales dénoncent la pression des lobbies. Deuxième journée de Ligue des champions de football et les deuxièmes victoires pour les Lyonnaises, 2-0 contre les Autrichiennes de Polten. La suite ce soir avec deux clubs parisiens, le Paris FC qui affronte Chelsea et le PSG qui reçoit le Bayern Munich. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Bruno Le Maire, la presse régionale en parle depuis plusieurs jours maintenant. Partout en France, des milliers de mineurs ont reçu un courrier du fisc qui les enjoint à payer la taxe d'habitation. C'est bien un bug de vos services ? Alors, ce n'est pas un bug de la plateforme, mais c'est effectivement un bug parce que les déclarations sont arrivées par erreur. Les contribuables, en général, ont mis le nom de leurs enfants dans leur déclaration. Il y a eu sans doute un excès de bonne volonté de leur part. C'est le formulaire qui n'était pas clair ? Il y a certainement des erreurs qui ont été commises, mais en tout cas, ce n'est pas celle de la plateforme. Je veux simplement rassurer les contribuables. C'est quelques milliers sur plusieurs millions de déclarations. La correction sera automatique. C'est la Direction générale des finances publiques qui va s'en charger. Donc les contribuables n'ont rien à faire. Quand il y a une erreur, c'est l'administration qui doit la corriger. Ce sera le cas. Demain, c'est le Black Friday, jour pendant lequel les promos sont en forte hausse dans les magasins et sur Internet aussi. Et à cette occasion, une campagne de communication du ministère de l'écologie suscite la colère du secteur du commerce, car elle incite à ne pas acheter pendant le Black Friday, justement. Dans les différents clips, on voit un dévendeur qui vous conseille d'acheter un téléphone. C'est pas très sympa pour les vendeurs. Bah lui, il dit justement acheter un téléphone reconditionné plutôt qu'un neuf, louer une ponceuse car vous ne l'utiliserez pas souvent au lieu de l'acheter donc, ou de faire réparer votre lave-linge. Vous qui êtes ministre de l'économie, vous dites que c'est une bonne campagne, ça ? Je dis que c'est une campagne maladroite. Je l'ai regardée, je la trouve maladroite. Je veux dire pourquoi. D'abord parce que vendeur, c'est un métier. Donc, je ne trouve pas ça très sympa pour les vendeurs de se moquer, même indirectement, de leur métier. En deuxième lieu, c'est maladroit vis-à-vis du commerce. Surtout le commerce physique, qui aujourd'hui, quand vous regardez les boutiques de centre-ville, les boutiques de vêtements, toutes les grandes marques comme Camaïeu qui ont connu ces difficultés, très franchement, c'est pas, je ne trouve pas ça très habile vis-à-vis du commerce physique et qui se bat, que nous soutenons, en particulier en centre-ville. C'est une façon de faire une promotion indirecte du commerce dématérialisé sur les plateformes. Donc je trouve ça regrettable. Mais vous savez que cette campagne, elle a été validée par votre collègue Christophe Béchu. Mais écoutez, je suis là pour vous dire avec simplicité et franchise ce que je pense. Mais il y a quelque chose, parce que ça a l'air anecdotique comme ça, mais en fait il y a quelque chose de très profond derrière. Est-ce qu'on a quelques jours de la COP28, est-ce que c'est pas le rôle du gouvernement d'inciter à moins consommer, à mieux consommer ? Si, mais moi je crois profondément à la sobriété. Consommer moins, consommer mieux, oui, mais pas en prenant les vendeurs ou les commerces physiques comme cible. Et en deuxième lieu, pas en culpabilisant, mais en incitant. Je crois à l'incitation à la sobriété, je ne crois pas à la culpabilisation du consommateur. Regardez ce qui a été fait par Agnès Pannier-Runacher, par le gouvernement, sur la campagne d'économie d'énergie l'année dernière. Ça a remarquablement marché. On n'a pas dit, attendez, c'est pas bien ce que vous faites, de laisser votre télé. C'était dire, écoutez, si vous voulez économiser de l'énergie, voilà les solutions qu'on vous propose. Voilà les bons gestes à suivre. C'était des recommandations. Ça a très bien marché. Il y a eu un effort de sobriété remarquable qui a été fait par les consommateurs comme par les entreprises. Moi, je recommande vivement que sur la consommation de vêtements, de produits électroménagers, on suive cette voie de l'incitation plutôt que celle de la culpabilisation. Ça, c'est pour votre collègue. Christophe Béchu va vous entendre ce matin. Non, ce n'est pas pour mon collègue, c'est pour cette campagne. Je suis là pour dire avec franchise et sincérité ce que je pense. Je trouve cette campagne maladroite. D'un mot, Bruno Le Maire, le débat a agité beaucoup, notamment le milieu de la restauration. Est-ce qu'il faut pérenniser la prolongation donc en 2024 de la dérogation qui permet de faire ses courses avec le ticket restaurant ? Oui, je pense que c'est important pour les 5 millions de salariés qui utilisent ces titres restaurants. Nous sommes là pour leur faciliter la vie. Les habitudes de consommation, on parlait de sobriété tout à l'heure, elles ont changé. Vous avez beaucoup de salariés, ils ne vont pas forcément au restaurant, ils vont s'acheter de quoi faire leur repas le lendemain
chez un distributeur, un grand distributeur, dans leur commerce de proximité, je veux leur laisser la possibilité d'utiliser le titre restaurant pour cela. On va le faire sur 2024. Nous avons ouvert la réflexion avec les restaurateurs. Ils sont en colère. Ils sont en colère. Je les ai soutenus massivement pendant la crise du Covid. Nous continuons à les soutenir. Nous avons continué à retirer toute charge fiscale et sociale sur les pourboires. Nous sommes là pour les aider. Mais je pense que ça vaut le coup d'ouvrir cette réflexion pour faciliter la vie des salariés. Moi, je pense aux 5 millions de salariés qui utilisent ces titres restaurants pour s'acheter des produits alimentaires et faire leur déjeuner du lendemain. Je trouve que c'est une bonne démarche et je la soutiens. Bruno Le Maire, c'est le Duo Day, une journée spéciale pour l'inclusion des personnes handicapées dans le monde du travail. Et vous, ce matin, vous êtes venu accompagné d'un jeune homme qui s'appelle Raphaël. Il va rester avec vous toute la journée pour voir à quoi ressemble véritablement un emploi du temps de ministre. Exactement. Donc Raphaël est malvoyant. Il va m'accompagner toute la journée. Donc je suis très heureux de l'accueillir. Et de manière globale, vous voyez, on parlait de modèle social à améliorer tout à l'heure. Ce n'est pas uniquement toucher à l'indemnisation du chômage, c'est aussi se battre pour l'inclusion la plus large possible de tous nos compatriotes dans nos vies quotidiennes et les personnes qui souffrent d'un handicap. Raphaël, en plus, a un parcours qui est exceptionnel. Il va devenir avocat. Franchement, c'est impressionnant, son parcours. On va pouvoir lui faire vivre une vie de ministre, une journée de ministre. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Bonne journée à vous, bonne journée à Raphaël également. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, était l'invité du 8h30 France Info.